On dirait bien que l'histoire se répète. Les groupes de motards qui appuient les Hells Angels sont plus nombreux que jamais. Ils portent des noms qui défient la loi 101, mais qui sont surtout censés faire trembler. Red Devils, Dark Souls, Devil's Ghosts, Beast Crew, Deimos Crew, et la liste est longue. Vapotage, commerce de vêtements, vidéoclips, sport professionnel, l'empreinte des Hells Angels s'étend maintenant au-delà du monde criminel. Avec mon collègue Guillaume Dumont, nous allons tracer un portrait de la renaissance des Hells Angels, leurs nouveaux adeptes, leur nouvelle sphère d'activité, légale ou non. Nous allons essayer de comprendre pourquoi, alors qu'ils étaient presque anéantis, les Hells reviennent en force au Québec. Aujourd'hui, on sent qu'ils veulent tester le système parce qu'ils s'affichent. On est parti pour un grand tour parce que les Hells ont compris de leur erreur du passé. C'est reparti pour une longue randonnée. Pour se faire une idée de l'ampleur de la renaissance des Hells Angels, il faut aller faire un tour au Bike and Tattoo Show de Laval. C'est le premier événement de l'année pour les motards du Québec. La police y va aussi pour mettre à jour ses renseignements. Des membres des Hells Angels y vendent, entre autres, des chandails Support 81 au profit des différents chapitres qui sont en train de se reformer. Ici, on parle des Hells Angels. 8-1, on parle du 8 pour la 8e lettre de l'alphabet, qui est le H, et le 1, qui est la première lettre de l'alphabet, qui est le A. L'ex-capitaine de la Sûreté du Québec, Serge Vandal, a témoigné comme expert dans tous les procès contre les motards. Quelqu'un qui achète ce chandail-là n'est pas en soi un Hells Angels, n'est pas en soi un criminel, mais cette personne-là adhère à une certaine culture. C'est pas un crime de s'afficher. Non, effectivement, c'est pas un crime de s'afficher. Appuyer les Hells Angels n'est pas illégal et porter leur emblème non plus. Ces dernières années, les Hells avaient rangé leur veste de crainte de se faire rattraper par la loi sur le gangstérisme, qui punit plus sévèrement les activités faites au profit d'une organisation criminelle. Mais les échecs récents des grands procès devant les tribunaux leur ont redonné le goût de s'afficher. Les policiers appellent ça une opération de visibilité. Il faut faire peur et on fait peur, d'une certaine façon, avec les couleurs. Sylvain Tremblay a enquêté sur les motards pendant 15 ans. Il a participé à l'enquête qui a mené à l'opération Shark en avril 2009. 156 membres en règle et proches des Hells Angels sont alors accusés et les 5 chapitres du Québec sont démantelés. Il n'y avait jamais eu une opération d'une telle envergure. C'était vraiment ambitieux. Dès les arrestations, les procédures judiciaires s'annoncent interminables. Même détenus, les Hells cherchent des façons de continuer leurs affaires. Ce sont eux qui savent combien il y a de drogue, quelle sorte de drogue il y a dans la rue, et qui sont en mesure d'assurer le retour d'argent, parce que cette drogue-là n'est pas toujours payée. Donc, là, c'est une roue qui tourne, on fournit en bas, mais il faut que l'argent vienne. Et du jour au lendemain, ces gens-là se retrouvent incarcérés, et on a dû faire appel à ce moment-là à des forces extérieures là, pour venir aider, à des frères extérieurs, si on veut. Les Hells Angels de l'Ontario viennent gérer une partie des affaires de leurs confrères québécois pendant la tenue des méga-procès. Les Hells Angels du Québec, décimés, ont cependant appris de l'aventure ainsi que des opérations du passé. Ils ont vu qu'ils étaient quand même vulnérables, là. Donc on a décidé vraiment de mettre des barrières et de se protéger au niveau de l'organisation des Hells. Pour se protéger, les Hells ont créé des clubs-écoles, comme les Red Devils, chargés du sale boulot. Ils relèvent directement des Hells Angels. Les Red Devils sont formés des solides de l'organisation, qui ont quand même fait leurs preuves et qu'on a confiance. Sous les Red Devils, on trouve plusieurs clubs. Certains affichent leurs couleurs, même sur Facebook. Les Dark Souls ont une importance capitale, s'affichent ouvertement. Ils ont l'air plus guerriers. Et on s'entend que ces groupes-là sont dans la business criminelle. Au Bike and Tattoo Show, un membre en règle des Hells semble superviser ses troupes. Robert Lecomte. Dès 2013, il a été envoyé en renfort de la Saskatchewan pour reformer le chapitre des Hells Angels de Montréal. Monsieur Lecomte s'est lancé en affaires dans un domaine en vogue, le vapotage. Jusqu'à tout récemment, il était propriétaire d'une franchise de Vape King, qui compte de nombreuses succursales au Québec. Or, selon nos vérifications, la quasi-totalité des Vape King, et il y en a eu une vingtaine,
est exploité par des gens liés aux Hells Angels. En Beauce, les gens derrière l'expansion de Vape King sont deux étoiles montantes de la relève des Hells, les jumeaux Yannick et Éric Blanchette. Dans les années 90, ils ont été incarcérés au pénitencier de Donnacona. Les jumeaux Blanchette, à la sortie, sont devenus Black Mask, sont devenus par après Dark Soul et sont devenus maintenant membres en règle Red Devils. Eux aussi ont monté rapidement. En 2012, les jumeaux Blanchette sont arrêtés en possession de cocaïne et d'armes à feu en République dominicaine. Ils sont ensuite relâchés et reviennent au Québec. L'un des Blanchette était présent à la réunion des Hells récemment à Ottawa. Les frères Blanchette ont des gens loyaux autour d'eux, puis ils sont propriétaires présentement de ce genre de commerce-là. À Mirabel, celui qui vend des produits Vape King est un prospect des Red Devils que l'on voit ici au Bike and Tattoo Show, visiblement fier de porter ses nouvelles couleurs. Ici, à Beauport, le défunt Vape King partage la même adresse que le salon de massage érotique Opal. Sa publicité laisse peu de doute sur ses services. La dame qui possède le commerce est la conjointe du Hells de Québec, Marc Roberge. Marc Roberge s'est fait connaître dans le monde criminel dès les années 90. À cette époque, Roberge et ses frères s'allient au Rock Machine. En 96, Roberge envoie des fiers à bras, ce qu'on appelle une équipe de baseball, pour régler son compte à un vendeur de drogue des Hells. Il y a une victime, un homme de 25 ans, battu, aspergé d'essence. Le jeune homme a péri dans l'incendie qui s'en est suivi dans une piquerie du quartier Saint-Roch. Roberge a reconnu sa participation dans cet événement qui a marqué le début de la guerre des motards dans la région de Québec. Roberge a aussi été condamné pour trafic de tabac et de drogue en lien avec le territoire de Kanawake. La bannière Vape King a été lancée par 3 associés de Montréal. À première vue, aucun lien avec les motards. Mais Facebook nous révèle qu'un des propriétaires est membre des Red Devils. Nous avons rejoint l'un de ses associés, Patrick Sinaï. Est-ce que ça vous gêne que le président de votre entreprise, le Peter Julius Joseph, soit membre d'un club de motards? Je connais ce monsieur Peter depuis, ça fait 22 ans. Et je peux vous dire, c'est pas quelqu'un qui commet des crimes. Ce qu'il fait dans son temps off ne me concerne pas. Quant au fait que la plupart des franchisés Vape King sont proches des Hells Angels ou associés aux Red Devils, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous embête? J'ai jamais fait un background check sur qui ouvre un magasin. Maintenant, si demain matin je suis au courant que quelqu'un commet un crime par rapport à Vape King, mais c'est fini, vous fermez, c'est fermé. La nouvelle loi appliquée à l'industrie du vapotage interdit d'essayer les produits en magasin. Lors de nos visites, Vape King respecte la loi à la lettre, partout, sauf à la succursale de Kanawake. Je peux pas essayer, hein? Ouais, ici, on n'est pas en ville, fait que... Ah ouais, OK. Pour arrêter de fumer, c'est ce modèle-là. Y a-tu moyen de fumer d'autres choses avec ça? Premièrement, on a normalement des machines pour fumer du weed. Ah ouais? Ou encore meilleur, moi je trouve meilleur, c'est quoi du shatter? Ouais, comme le wax. C'est ça, la wax. L'extrait de THC. On nous donne la recette pour vapoter de l'extrait de cannabis. Je prends du shatter, je le mets dans un petit bol de Pyrex. Mais aucun des Vape King que nous avons visités ne vend ce produit. Leurs activités commerciales sont légitimes. C'est plus les Hells de l'ancien temps, là. Tu sais, des motards qui veulent se battre, qui veulent intimider, qui rentrent dans un bar. C'est des motards qui vont être plus subtils, qui vont s'associer dans de l'économie légale et qui vont vraiment le faire là, de façon un petit peu plus intelligente. Dans plusieurs causes criminelles récentes, on a vu comment les entreprises légales sont utilisées par les Hells Angels pour blanchir de l'argent, notamment. La commission Charbonneau a consacré tout un pan de ses travaux à l'infiltration de l'économie légale par les motards, qu'on retrouve autant dans la construction que dans les combats extrêmes. Il y a des conversations, entre autres une conversation qui a été interceptée. Un des membres qui dit clairement « Ceux qui vont vouloir faire le club vont devoir se forcer et avoir des business légales. » Récemment, on a vu encore des membres des Hells Angels qui expliquent à d'autres qu'il faut se légitimer un revenu qui peut justifier leur train de vie. Nous sommes dans une course de stock-car sur la rive-sud de Québec. Ici aussi, les nouveaux motards sont présents. Voici Dave Travers, bien connu dans ce domaine.
L'an dernier, sa voiture affichait le logo des Dark Souls sur son capot. Cette année, il a changé de numéro pour le 81, qui a un sens précis dans le monde des motards. Pourquoi elle porte le numéro 81? Est-ce qu'il y a des liens avec les Hells Angels ou... Non. Et vous, est-ce que vous faites partie des Dark Souls? Pourquoi ces questions-là? On aimerait ça faire une entrevue pour en parler avec vous. Non. Vous ne seriez pas disponible? Non. Dave Travers est bel et bien membre des Dark Souls. Et quels commanditaires apparaissent sur sa voiture? Vape King, ainsi que le salon de massage érotique Opal, qui appartient à la petite amie du Hells Angels, Marc Roberge. En avril 2009, un grand coup est porté aux motards, l'opération Shark. Tous les Hells du Québec sont arrêtés. Printemps 2001 avait mis fin aux activités du groupe des Nomades de Maurice Boucher, mais en 2009, ce sont tous les chapitres de la province qu'on entend éradiquer. La police pense avoir trouvé l'arme parfaite pour inculper tous ces criminels, un super délateur. Un matin de février 2006, un enquêteur approche Sylvain Boulanger, qui a été le sergent d'armes des Hells de Sherbrooke. Je lui explique que j'ai entendu dire qu'il avait quitté les Hells. Il me répond que oui, à la fin novembre 2005. Je lui dis que n'importe quand, s'il veut jaser, il peut m'appeler. Oui, mais je veux pas me mettre dans le trouble. Tu sais comment ça marche. Quelques mois plus tard, Sylvain Boulanger conclut une entente qui fait jaser. En échange de 3 millions de dollars, il témoignera contre ses anciens complices. Au fil des rencontres, Boulanger révèle aux policiers beaucoup d'informations sur les activités des Hells. Mais surtout, il raconte en détail des dizaines de meurtres. Toutes ces déclarations sont enregistrées. La Couronne a obtenu que son image soit protégée. Quand tu veux faire disparaître quelqu'un, tu lui donnes rendez-vous dans une ville comme Montréal. Puis l'enquête, elle reste à Montréal. Donc, c'est plus facile pour eux autres d'éliminer des traces que de se faire soupçonner parce qu'il vient de Sherbrooke. Puis le véhicule, il le retrouve à Montréal. Fait que l'enquête est à Montréal, puis à un moment donné, il ne trouve pas personne. L'enquête, elle va sur les tablettes. L'histoire que vous allez entendre est restée inconnue du grand public jusqu'à aujourd'hui. Un jeune homme a disparu et sa mère le pleure encore. Roger, quand il a été assassiné, il avait 26 ans. Le fils de Rita Landry travaillait pour un Hells Angels de Sherbrooke. Roger, c'était un bon petit gars. Il pesait 250, 5 pieds 11 et demi. Puis il était complexé avec les filles. Fait que lui, il s'est dit, en ayant de l'argent, puis le Harley, puis tout ça, qu'il a fait des filles plus facilement. Fait qu'il a décidé de rentrer dans ça. Il n'a jamais dit pour qui il travaillait. Non, évidemment. Il n'a jamais dit qu'est-ce qu'il faisait non plus. Landry, c'était comme j'expliquais, c'était son runner. Un runner, c'est une personne qui prend de la drogue, mettons, de Montréal, monte ça en Abitibi, après ça, il fait le tour des clients là-bas, ramasse l'argent, pogne l'argent, descend ça à l'appartement à Montréal. L'argent transite par un appartement situé ici, rue Jeanne-Mance. Le membre des Hells constate qu'il lui manque 100 000 $. Il soupçonne Roger Landry, son commissionnaire, de l'avoir volé. Le délateur, Sylvain Boulanger, dit qu'il a reçu ses aveux de la part du Hells Angels. Ils l'ont trappé. Ils l'ont fait venir à Montréal, ils l'ont tué, puis ils l'ont enterré. Il restait avec une fille, ça faisait 7 mois. Elle m'a averti. Ça faisait 2 semaines qu'elle l'avait pas vue, qu'elle n'avait pas eu de nouvelles. Là, j'ai paniqué. Comment ça, tu ne l'as pas dit avant? Là, quand j'ai appris sa disparition, j'étais allé le rapporter au poste de police avec une photo. L'auto de Roger est au nom de sa mère. Les polices m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé mon auto au complexe des Jardins, d'aller la chercher. Je suis convaincu que c'est pas lui qui est allé mener son auto, là. Pour la simple raison qu'il y avait juste la clé de l'auto qui était en dessous du tapis, puis les portes étaient toutes débarrées. Les portes étaient débarrées. Puis mon gars, il n'allait jamais laisser ses portes débarrées. Le motard qui aurait fait ses confidences au délateur, c'est un membre en règle des Hells Angels. Ils ne pouvaient pas l'accuser de meurtre parce qu'ils n'ont pas le corps.
Selon nos sources, les policiers ont fouillé le terrain où la victime aurait été enterrée sans résultat. Le Hells, dénoncé par le délateur, est arrêté dans Shark et accusé de 22 meurtres, mais pas de celui de Roger Landry. Même si j'ai pas le corps de mon gars, ben s'il pogne 20-25 ans, m'a trouvé une consolation de ce côté-là. C'est officiel, le procès Shark n'aboutira jamais. Conséquence, les 5 Hells Angels libérés la semaine dernière sont libres comme l'air. Le procès amorcé en août 2015 finit abruptement, au bout de 2 mois. Après qu'ils sont tous libérés. J'ai piqué une crise, j'aurais défait la TV parce que je suis en rage. En plus, que détruit ma vie, a détruit ma santé. Rita Landry ne veut plus qu'une chose, enterrer dignement son fils. Que ceux qui sont impliqués dans le meurtre de mon gars, qui me fassent un téléphone anonyme, qui me disent juste où est enterré le corps. Le reste, je me fiche d'eux autres, comme dans l'an 40. Qui continuent sur leurs petites cochonneries, là, comme ils ont toujours fait, là. Puis, qui se continuent à se bourrer dans un restaurant à 200-300$ du repas, puis 300-400$ la bouteille de vin, là. Ça, je m'en fous. Mais qu'ils me remettent le corps de mon gars. Elle sait bien que les clubs de motards sont attirants pour les jeunes marginaux, mais elle les met en garde. Moi, je dirais aux jeunes, là, qui espèrent pas, là, de vivre bien vieux dans ça. Que c'est bien beau, l'argent facile. Regarde, mon gars, moi, il a fait 22 ans. Les jeunes qui sont faciles à influencer, qui sont trop lâches pour travailler, bien, eux autres aussi, s'ils rentrent là-dedans, ils vieux arriver exactement la même chose. Si certains ne vivent pas vieux, d'autres progressent dans l'organisation. Au mois d'avril 2016, il y avait un rassemblement important de Hells Angels à Paris. Plusieurs Hells Angels du Canada se sont déplacés. Un de mes amis qui était en voyage à Paris, qui a capté sur le vif une scène au Café Georges V des Hells Angels avec leurs couleurs. J'ai remarqué un individu que je connaissais de printemps 2001. J'étais très surpris de voir qu'il était en liberté. Il s'agit de Jean-Richard Larivière, arborant des couleurs de prospect pour le chapitre de Montréal. Pour eux, c'est une forme de réussite de gravir les échelons et d'accéder à un statut important de dirigeant au sein de cette entreprise criminelle-là. Ces gars-là sentent une puissance, là. Les Dark Souls, les Death Messengers, quand ils ont leur veste sur le dos qui contrôle, se sentent puissants. C'est un rêve d'un jour être capable d'avoir, c'est un but ultime d'atteindre des patchs Hells Angels, là. Dark soul, hard life. MC, dark side. On a fait un pacte avec le diable. Un rappeur fait l'apologie du mode de vie des motards criminels. Paye ta dette, pitié ta langue. Tourne-la 7 fois avant de parler ou j'éteins ta langue. On parle de violence, on parle d'intimidation, on parle vraiment d'une image de membres en règle Hells Angels des années 90. Dans son dernier extrait, Dominique Simard, alias Fou Furieux, ne fait aucun mystère de son appartenance aux Dark Souls. Sur son affiche, on trouve cependant quelque chose d'étrange. Le logo du club des petits déjeuners, qui n'a jamais donné son accord. Certains de ces hommes ont déjà été accusés de trafic de drogue. Martin Fortier vient d'être condamné à 6 ans et demi de prison pour possession d'une grande quantité de méthamphétamine. Et dans ses spectacles, comme ici dans un bar de Rawdon en juin dernier, les Dark Souls accompagnent Fou Furieux et font partie de la mise en scène. Les fils du diable marchent pour l'enfer. On est toujours fidèles à ces rouges et blancs. Des SMC jusqu'à la mort qui t'a fait couler le sang. En février 2015, les Dark Souls ont fait l'objet d'une importante perquisition à Québec, dans le quartier Beauport.
de la drogue évaluée à $250 000 a été saisie, ainsi que des vêtements portant l'inscription Hells Angels. L'affiliation des membres des Dark Souls au crime organisé ne fait plus de doute. Lors d'une perquisition au local des Dark Souls en Beauce, la SQ a saisi des armes à feu, de la drogue et de l'argent. Et la police y a aussi trouvé un fugitif, Éric Lallier, qui était recherché depuis 8 mois pour une affaire d'extorsion. Et ce n'est pas tout. Un homme d'affaires nous a confié avoir été victime d'extorsion par des membres des Hells Angels et des Dark Souls. Il refuse de donner une entrevue car il craint pour sa vie, même s'il a porté plainte à la police et que son agresseur a été condamné en cours. Bon, ça continue encore, puis la police s'en crisse. Ils m'ont dit de porter plainte, puis qu'il n'y aurait jamais de danger pour moi. Aujourd'hui, ma tête est mise à prix, et ils veulent me tuer. J'aurais dû prendre les 100 000 $, leur donner, puis j'aurais eu la paix. La marque de vêtements s'appelle Ed Rush. Visiblement, elle cible les jeunes. Et pour en faire la promotion, l'entreprise utilise des célébrités. Jeremy Bieber, le père de la super vedette internationale Justin Bieber, y est associé depuis 2011. It's a lifestyle brand and I love it. I love the scene. Head rush, baby. Hey, man. No problem. On mise aussi sur des vedettes de combat extrême. Et la plus grosse prise de Ed Rush, le joueur étoile de la LNH, Christopher Le Temps. Mais la marque attire aussi une toute autre clientèle. Loin du style Armani, Ed Rush cultive plutôt le look rebelle ou mauvais garçon, en utilisant des symboles qui rappellent la signature des Hells. En lettres gothiques, des mots qui évoquent l'univers des motards, comme Chosen Few, qui est le nom d'un groupe de motards américains, Support et bien entendu Angels. Les mannequins qui posent de dos avec leur dossard rappellent les motards qui exhibent leurs couleurs. Même le chef présumé des Hells Angels du Québec, Salvatore Casetta, porte des vêtements Ed Rush. Pas étonnant quand on sait que sa femme, Nathalie Godbout, est présidente d'une compagnie qui en vend. On la voit ici au Bike and Tattoo Show. Les supporters des Hells sont nombreux à avoir adopté cette marque de vêtements. On le voit dans les différents événements et Facebook est aussi leur vitrine. Les procès nous ont appris que les Hells Angels imposent parfois à leurs membres une marque donnée. C'est une obligation pour les membres des Hells Angels d'avoir des Harley-Davidson. Dès que tu recevais le dossard des Hells Angels, que tu devenais membre en règle, tu devais posséder une Harley-Davidson. C'était un must. Les Hells ne badinent pas avec l'utilisation de leurs symboles. Aux États-Unis, ils n'ont pas hésité à poursuivre ceux qui s'en inspiraient un peu trop. De l'avis de notre expert Serge Vandal, Ed Rush ne peut pas y faire référence sans leur accord. Avec la tête de mort et les ailes qu'on peut voir qui sont très similaires au logo qu'on retrouve et qui est protégé par une marque de commerce, ce logo-là peut être apposé sur des vêtements, mais ça va prendre la permission, ça va prendre l'autorisation parce que la protection reliée au trademark de ce logo-là est inscrite dans la loi et les Hells Angels le défendent farouchement. Est-ce que ça serait une offensive pour adoucir et diminuer l'impact négatif du logo des Hells Angels? Pour ma part, je pense que oui. Au Bike and Tattoo Show, le kiosque Ed Rush Montréal occupe l'espace central et le Hells Robert Lecomte trône au beau milieu. Jusqu'en mars 2016, sa boutique vendait des vêtements Ed Rush. On découvre alors que plusieurs points de vente sont opérés par des proches ou des sympathisants des Hells Angels. À Saint-Hyacinthe, par exemple, on fait la publicité de Ed Rush et on appuie les Hells en même temps. Celui qui s'affichait jusqu'à récemment comme directeur des ventes de Ed Rush
appuyait ouvertement les Hells sur Facebook. Il fréquente des Red Devils. La compagnie précise qu'il a été remercié, mais ne dit pas que c'est à cause de ses fréquentations, mais plutôt de ses performances très moyennes. Le patron de vêtements Headrush Canada, c'est Ali Reza Bassiri. Il a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra, mais nous lui avons demandé s'il est conscient que plusieurs motards figuraient parmi ses distributeurs. Écoutez, Mme Richer, depuis 2013 que je suis impliqué, comme moi j'ai acheté la division canadienne, qu'à tous les semaines, quelqu'un essaye d'associer ma distribution au véhicule puis au moteur. Et je vais dire une chose, c'est absurde. C'est que vous avez beaucoup de plumes, vous avez beaucoup de quais d'Indiens, parce que c'est le côté trendy. On est en train de faire un virage. De moins en moins, vous allez avoir des têtes de mort. C'est parce qu'on est en train de prendre un virage. Okay. Quant à son distributeur, qui est membre des Red Devils... On ne savait pas tout le temps ce tatouage. Je ne veux pas être associé à ce genre de commerce et j'ai annoncé que je fermais leur compte. Pourtant, depuis 2013, d'autres points de vente Headrush ont offert aussi du tatouage. Le Harley Davidson, le commun mortel l'achète, mais leur plus grosse clientèle, c'est les Hells. Absolument. Et avez-vous déjà entendu l'entrevue avec le président de la compagnie? Il les aime, il les adore, il dit, écoutez, je m'en fous que ça soit criminalisé ou non. Ils me font la publicité. Moi, Mme Richer, là, ils me font la publicité. Faut dire une chose, j'ai tout un chiffre d'affaires, Mme Richer, là, et moi, je peux pas me permettre, j'ai toute une réputation à ma banque, tu sais, je peux pas commencer à jouer avec ça, je n'aurais trop à perdre. M. Bassiri nie tout lien ou entente avec les Hells. Cet ancien conseiller financier a été mêlé au scandale boursier de JTEC dans les années 2000. Il a aussi été condamné en 2006 pour extorsion et possession de 20 000 $ en monnaie contrefaite. Les créateurs de la marque Headrush sont les membres de la famille Rice de Kanawake. Peter Rice est un ancien partenaire d'affaires de Salvatore Casetta. C'est André Cédillo, en 2008, alors journaliste à la presse, qui révèle cette association d'affaires étonnante. Salvatore Casetta est associé avec Peter Rice dans une entreprise légitime qui s'appelle Distribution Mustang, qui faisait la distribution au Québec de boissons énergisantes appelées Saint-Tron. Peter Rice, à l'époque de notre enquête, lui, est connu comme un homme d'affaires réputé là, de la réserve de Kanawake. Peter Rice et ses fils sont à la tête de plusieurs entreprises à ce moment-là, dont une entreprise qui fait partie d'un consortium qui reçoit beaucoup d'argent du gouvernement pour réparer le pont Mercier. Salvatore Casetta est un personnage bien ancré dans l'histoire du crime au Québec. Il a fréquenté, dans sa jeunesse, un club aujourd'hui disparu, les Outlaws. On le voit ici dans une rare vidéo en 1985. Ennemi juré des Hells Angels, il fonde en 1989 le club rival, les Rock Machine. Dans les années 90, il est condamné à une peine de 12 ans aux États-Unis pour importation de cocaïne. C'est de sa cellule qu'il suit la guerre féroce que se livrent les motards. En 2005, il est libre comme l'air et contre toute attente, il porte les couleurs des Hells Angels. Jamais dans 100 ans, on n'aurait pensé que Salvatore Casetta s'allierait avec les Hells Angels. Jamais dans 100 ans. Écoutez, ça, on est tous tombés à terre quand c'est arrivé. En raison de ses liens avec tous les acteurs du monde criminel, de la mafia aux gangs de l'Ouest, Casetta est l'objet d'une surveillance étroite par la police. On le photographie dans les messes, c'est-à-dire ses rencontres de motards pour régler les affaires, comme ici, devant un bar de Laval. En 2007, on intercepte ses commentaires alors que le Bloc québécois milite pour une loi interdisant le port des couleurs par les motards. Lui, il demande est-ce qu'on n'ait plus le droit de se promener avec de s'afficher ou de se promener avec des couleurs. J'ai entendu parler. Parce qu'il dit que le monde, depuis quelque temps, là, les gars ont ressorti de couleurs, puis le monde se sent intimidé dans les embats publics. Ouais, c'était que... t'as fait le combat. Coup sur coup, en 2009, Casetta est arrêté dans 2 opérations d'envergure. Dans l'opération Shark, il est arrêté pour du trafic de drogue et du gangstérisme au profit d'une organisation criminelle comme les Hells Angels. Salvatore Casetta est libéré des accusations dans l'opération Shark avec une trentaine d'autres accusés. Mais il est mêlé à une autre affaire.
Dans l'opération Machine, il a été arrêté dans une histoire de contrebande de tabac en association avec l'homme d'affaires Peter Rice de la réserve de Kanawake. Puis on sait très bien comment la réserve de Kanawake s'est surprotégée par les autorités. Donc, Kanawake, les Akwesasne, toutes ces réserves-là, c'est comme des no man's land. Donc, on voit encore là la stratégie de Salvatore Cassetta de s'allier à ces gens-là qui ont un certain pouvoir. L'avocat de la famille Rice n'a pas retourné nos appels. Mais Cassetta n'a pas profité très longtemps de sa liberté, puisqu'en 2015, il a été arrêté à nouveau lors d'une opération qui a frappé motards, mafia et gangs de rue. On parle vraiment des leaders du crime organisé à Montréal. Opération qui a mis en lumière ses liens avec tous les groupes criminels d'importance. Cette fois-ci, le tribunal a décidé de le garder détenu. La vieille garde est ébranlée, mais elle n'a pas renoncé à la mainmise et la jeune génération est prête pour la relève. Ce symbole de la puissance des Hells de Trois-Rivières disparaît à coups de pelle mécanique. Mais c'est loin d'être la fin des repères de motards criminels au Québec. Dans la petite municipalité de Scott, en Beauce, les Dark Souls inaugurent de nouveaux locaux. La présence des motards criminels fait peur à bien des citoyens, selon une responsable de la ville. D'autant que certains individus accusés de crimes violents ont été arrêtés dans le local. La Sûreté du Québec s'occupe du dossier, dit le maire de Scott, qui préfère ne pas s'en mêler. Mais certaines villes ont décidé d'agir. Les premières manifestations qu'il y a eu à Chambly, c'est des motards qui ont circulé dans la ville et aux alentours avec leur insigne distinctif. Donc, les écussons reliés aux Red Devils. L'ancien policier François Bigras a consacré des années à la lutte contre les motards. En 2014, il travaille pour la ville de Chambly et s'inquiète de les voir s'installer dans la municipalité. J'ai cogné à la porte, on m'a ouvert, j'ai pénétré et j'ai pu visualiser qu'effectivement, à l'intérieur, c'était en processus d'aménagement d'un local de motards. À l'intérieur, il y avait un salon fermé où des posters bien en évidence des Hells Angels de la division South étaient bien affichés. Et on s'est aperçu que les noms sur la demande de permis et la demande en tant que telle ne correspondaient pas aux activités qui étaient pour se faire. Les amendes répétées ont eu raison des Red Devils, qui ont quitté Chambly. Même pour un club de motards, là, 2 000 par jour, ça commence à être onéreux. J'ai fait le tour des chefs de police de la Rive-Sud, je leur ai dit, soyez vigilants, ils vont arriver chez vous. Et quand ils sont arrivés à Delson, le DG de la ville m'a appelé. La ville de Delson a elle aussi chassé les Red Devils de son parc industriel. Juste à côté de la prison de Bordeaux, le centre judiciaire Gouin a été construit expressément pour accueillir les méga-procès de motards après l'opération Printemps 2001. Coût de la construction, près de 17 millions de dollars. C'est dire tous les efforts qui ont été mis dans les 20 dernières années pour décapiter l'organisation. À lui seul, le projet Shark a coûté 50 millions de dollars. Nous nous trouvons présentement dans le tunnel qui relie la prison de Bordeaux au centre judiciaire Gouin. Québec avait décidé au moment des méga-procès qu'il valait mieux ne pas transporter les accusés à travers la ville. On avait donc construit ce tunnel expressément pour eux, pour qu'ils puissent se rendre directement à la salle d'audience. Nous nous trouvons dans ce tunnel qui n'a jamais été filmé auparavant et il est très peu utilisé depuis. Le juge Jean-Guy Boilard, aujourd'hui retraité, a présidé plusieurs méga-procès regroupant des Hells. Il pose un regard critique sur l'échec en cours de la grande opération Shark. Est-ce qu'on peut dire que c'est un ratage? Oui. Ah oui, ça, décidément. Mais la question de savoir, c'est que est-ce que tout ça a été bien géré à un moment donné? C'est ça qui est la question. Pour lui, tout l'appareil judiciaire doit en tirer des leçons. Il va falloir que les trois acteurs principaux d'un procès, la couronne, la défense et le juge, réévaluent leurs agissements. Chacun est responsable de quelque chose. La couronne, d'abord,
soyez capable de gérer adéquatement votre cause. La défense, cessez de faire toutes sortes de motions ou de ce que j'appelle des sparages inutiles. Absolument. Bon. Et les juges, n'ayez pas peur de mettre le pied à terre et dire « Le procès, c'est moi qui le gère. » Shark n'a pas eu le succès escompté. La Couronne avait d'abord déposé des accusations de gangstérisme, de complot pour trafic de drogue, de complot pour meurtre et de meurtre. Multiplier les chefs d'accusation, ça vous donne quoi en bout de ligne? Parce que vous compliquez inutilement la tâche du juge dans ses directives au jury et vous compliquez aussi la tâche du jury dans ses délibérations. Résultat, en mai 2011, le juge du procès avait estimé que les procédures finiraient en 2023 et il avait carrément cassé les accusations contre 31 motards. Un peu trop vite de l'avis du juge Boilard. Avant de décréter un arrêt de procédure, on aurait dû remettre ces gens-là en liberté, sous cautionnement. Et si au bout d'un certain temps après la remise en liberté, la Couronne n'est toujours pas en mesure de procéder, là, à ce moment-là, considérez l'arrêt des procédures. Les policiers aussi devraient apprendre la modération. La police ne rejette pas l'idée de dire, ben voici, on va porter un grand coup, puis évidemment, ça peut nous être très bénéfique du point de vue relations publiques. La frustration est grande chez les enquêteurs qui ont recruté les délateurs et réuni des milliers d'éléments de preuve. D'autant plus grande que l'affaire finit en véritable fiasco. Il y a 2 semaines, 35 motards qui avaient écopé de 15 à 25 ans de prison obtiennent finalement une réduction de peine en raison d'un vice de procédure. C'est le cas de Marvin dit Casper Ouimet, connu pour avoir infiltré des compagnies de maçonnerie. Jacques Aymon, qui fréquentait des leaders syndicaux de la FTQ Construction, et plusieurs autres Hells de Sherbrooke, ce qui suggère que le club va se reformer très bientôt. On peut dire quasiment que Shark est un échec, ce qui est absolument injuste parce que c'était pas parti pour être un échec, Shark. Non, c'était pas parti pour être un échec. On pourrait dire que le système judiciaire l'a régurgité, si on veut, là, parce que c'était trop gros. Les méga-procès n'ont pas été inventés en 2016. Rappelez-vous la tuerie de Lennoxville, l'émeute du pénitencier Archambault, le scandale Norbourg et bien d'autres causes avant ça. Et ça peut également être le résultat du contexte social dans lequel s'inscrit le procès. Exemple, les procès qu'on a appelés de la crise d'octobre en 1970 ou les premiers procès du FLQ en 1963. C'était quelque chose de neuf et ça avait évidemment perturbé la société considérablement. Donc, ça prolonge en quelque sorte le procès. Mais les procès, dits méga-procès, c'est un phénomène qui est fait pour rester. Les traditions ne meurent pas. Au mois d'août dernier, aux funérailles d'un Hells Angels mort dans un accident de moto, les Hells de tout le pays sont venus pour lui rendre hommage. On se serait cru dans les années 80. Pendant la journée, ont défilé tous les acteurs de cette histoire. Les frères Blanchette et les autres Red Devils. Les Dark Souls et le rappeur Fou Furieux. Le Hells de Québec, Marc Roberge. Le président de Vape King. Le coureur automobile, Dave Travers. Des gens, jusqu'à tout récemment liés à la compagnie Headrush, s'étaient aussi invités sur le parvis de l'Église. Comme disait l'ancien ministre Serge Ménard, dans le temps du premier Carcajou, en 1995, il disait que les motards, c'est comme le ménage. Il faut recommencer la perpétuité et Dieu sait que l'histoire aujourd'hui lui donne raison.